C'est un sujet très difficile que je connais bien puisque j'ai travaillé depuis 1980 sur la santé, santé psychique, santé somatique, santé du corps, santé parfois comportementale. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Je vais essayer d'être la plus disserte possible et en même temps j'ai pris des cas très spécialisés juste pour montrer justement la largeur de ce sujet qui est si complexe, si constant et si banal, j'ose le dire. Chaque société humaine a élaboré vraiment depuis 100 000 ans, on en a la preuve depuis 100 000 ans, mais sans doute encore avant. Chaque société humaine a élaboré des rites de passage qui permettent de supporter la perte, de supporter la mort d'autrui. Car en fait, plus que la mort, le deuil est vraiment une difficulté majeure de l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un être d'attachement. Il s'attache. Pourquoi il s'attache ? Eh bien parce que tout simplement, les bébés humains, s'ils ne déclenchaient pas un attachement puissant chez leur mère, pourraient être abandonnés, pourraient être perdus, parce qu'ils n'ont aucune défense, comme vous le savez. Ni griffes, ni dents, ni poils. Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'attachement est si puissant chez nous, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous souffrons tant quand nous perdons une personne chère. J'avais fait vous voyez, petite introduction pour parler justement de ce sujet que m'a confié Marie Moarbès. Comment être en deuil aujourd'hui ? Il y a des changements. Il y a des changements majeurs qui datent du début du XXe siècle. On peut vraiment les situer. De grands sociologues comme Edgar Morin, de grands historiens comme Philippe Ariès en ont largement parlé, mais c'est vrai que ce sont surtout les deux grandes guerres, la première grande guerre mondiale qui a véritablement installé un fossé dans les rites de deuil. D'autre part, les croyances ont particulièrement diminué. Vous voyez, les croyances ont diminué, pas forcément les pratiques ni les revendications. Comme disait Malraux, le XXIe siècle sera un siècle religieux. C'est vrai que c'est une question de religion, mais pas pour autant de spiritualité. D'autre part, l'individualisme croissant, ça c'est un phénomène qu'on peut aussi bien qualifier d'économique que de psychologique. La globalisation qui nous amène à avoir tous peut-être les rites, enfin en tout cas les grands invariants du rite, la médicalisation des grands passages de la vie, le fait que, et on va le voir aujourd'hui, pour faire son deuil, comme on dit, on peut avoir recours à la médecine, on peut avoir recours aux bénévoles, on peut avoir recours aux psychologues. Et enfin, je voudrais insister sur le sentiment d'insécurité actuel depuis la première guerre du Golfe et bien sûr ravivé par le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, nous sommes dans un deuil collectif en France. Donc la situation est vraiment extrêmement complexe, douloureuse, difficile. Donc on pourra en parler et je dirais que je suis très impliquée de ce point de vue-là, donc sur les récents deuils violents, archi-violents et collectifs. Donc cette société occidentale, la nôtre, mais je vais la prendre vraiment au sens large et j'inclus ici le Japon. Il se trouve que j'ai écrit avec Michel Hanus un ouvrage, un que sais-je, sur le deuil, et que les Japonais nous ont demandé, enfin m'ont demandé, puisque Michel Hanus est mort en 2010, m'ont demandé de traduire ce que sais-je en japonais. Donc aujourd'hui, les Japonais ont demandé à une Française de leur prodiguer peut-être des soins de lecture, si j'ose dire, et de leur permettre de réfléchir grâce à ce que sais-je. Et quand je leur ai dit, mais enfin je comprends pas, j'en ai parlé avec l'éditeur japonais, je leur ai dit, mais enfin vous êtes, avec votre culture, vous avez tellement de connaissances, puis avec vos rites qui sont spécifiques, et ils m'ont dit, détrompez-vous,
la société japonaise est perdue face au deuil, ce qui était tout à fait surprenant. Aujourd'hui, ce que c'est, j'ai traduit en arabe. Ce n'est pas rien non plus, je pense. Donc, une société occidentale qui s'est mise à parler, mais qui, paradoxalement, perd ses rites de passage. En effet, les rites funéraires de jadis, et ça, de nombreux sociologues, bien sûr, l'ont développé, comme on va prendre Philippe Ariès en tant qu'historien, mais également Michel Vauvel, par exemple. Les rites étaient faits pour agir le deuil. Ça, ce sont des choses qu'on connaît bien justement quand on travaille dans des unités de soins. Les personnes ont besoin d'être debout, les personnes ont besoin de marcher, les personnes ont besoin de s'embrasser, etc. Tous ces rites permettaient jadis, parfois sans parler, d'être soutenus. Aujourd'hui, la parole a pris une place très importante. Et par ailleurs, je voudrais souligner que les rites funéraires ont toujours fait partie des rites de transition. Ce sont des rites de passage, au même titre que l'arrivée, l'accueil du nouveau-né, les rites de puberté, les rites de mariage et d'alliance, et donc les rites funéraires. Donc ces rites ont été décrits dans le détail en 1909 par Arnold van Gennep, qui a fait un tour de France et qui avait relaté l'ensemble de ces rites, y compris les rites de deuil, dans un ouvrage très connu qui est un manuel du folklore français. Donc tout ça pour dire que ces rites sont bien décrits, bien connus, et c'est à eux que je me réfère pour montrer comment ils ont quasiment disparu, ou du moins se sont réduits à parfois des attitudes que les gens, tout simplement, ne reconnaissent pas, qu'ils suivent parce qu'il faut bien faire comme ça, parce que c'est social, mais qu'ils ne sentent pas comme étant fonctionnels. Je vais employer un terme qui va vous paraître peut-être un peu rude, mais efficace. Il y a en effet une efficacité des rites, et on va bien sûr rentrer plus avant dedans. Donc, à quoi ça sert les rites? Que font les rites? Les rites accompagnent, donc tous ces rites de transition, les changements. Tout changement de place, d'état, de situation sociale et d'âge. Alors, pour ce qui est du PowerPoint, franchement, j'en fais don à la maison Jeanne Garnier. Donc, franchement, si vous souhaitez, ne prenez pas de notes, je vous en prie. Vous l'aurez, vraiment, je vous le fournirai. Donc, ne prenez pas de notes. Essayez au contraire d'être à l'écoute pour qu'on puisse, après, se parler, bien sûr. Et donc, chaque rite, que ce soit donc de naissance, d'accueil, de mariage, d'alliance ou de mort, eh bien chaque rite est une succession d'étapes symboliques. Quel est l'objet d'une étape symbolique? C'est d'élever la personne, d'élever la société. Encore une fois, vous voyez, évidemment, je vais parler aussi de religion, mais ici, je parle plus de spiritualité. C'est-à-dire que ce dont je vous parle est tout à fait laïque, par exemple. Il y a des rites d'accueil de naissance laïque, il y a des rites de mariage laïque, bien sûr. Nous sommes là pour le prouver, si j'ose dire, dans cette salle des mariages, mais il y a aussi des rites funéraires laïques. Donc vous voyez que cette transcendance, elle peut exister bien sûr dans les religions, mais elle peut exister également dans les rites laïques. Donc c'est très important parce que vous allez voir que ces étapes sont globalement les mêmes. Dans les rites de transition, il y a ce qu'on appelle l'accueil, mais pour le mort, c'est ce qu'on appelle les rites d'oblation. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec la personne qu'on aime? On a envie de lui faire du bien. On a envie de lui mettre un beau vêtement, on a envie de lui mettre un coussin sous la tête, on a envie de lui donner de belles fleurs, des parfums. Vous savez qu'on utilisait beaucoup la myrrhe, on utilisait, je pense au rite d'accompagnement égyptien par exemple. Tout ça, nous l'employons depuis plus que des millénaires. Une centaine de milliers d'années. Cela a été montré, y compris chez les hommes de Néandertal. Donc vous voyez que rite d'accueil,
rite de séparation. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc cette deuxième étape qu'on retrouve dans les rites funéraires, c'est qu'on va se séparer de la personne. Mais pour se séparer d'elle, il faut avoir confiance dans ce qu'elle va affronter, dans ce qu'il va advenir d'elle. C'est pourquoi nous employons des méthodes qui sont l'enterrement et la crémation, mais qui peuvent nous rassurer quant à l'advenir, quant au devenir de la personne chérie. Ça, c'est très important. Et grâce à ça, on va pouvoir se séparer d'elle, parce qu'on commence déjà à symboliser son absence. Peut-être avez-vous observé que dans la littérature sur le deuil, récemment, donc je dirais depuis environ une dizaine d'années, on parle beaucoup de la relation que nous entretenons avec nos morts. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, pour moi ce n'est pas nouveau, mais ce qui m'a frappé, c'est comment la société a pris cette idée des relations avec les morts. C'est-à-dire que bien que la personne soit morte, nous continuons à l'aimer. Nous continuons peut-être à nous sentir aimés d'elle ou de ce qu'elle a transmis d'elle, et nous continuons à avoir des relations, alors qui des fois peuvent être résumées dans le discours. Je lui parle, elle ne me répond pas, mais j'imagine sa réponse et ça m'aide, vous voyez. Donc, il n'y a plus ce grand vide qu'on pouvait rencontrer, par exemple, après la guerre de 14. Donc ça, ce sont des choses qui ont changé. Donc, il y a une évolution dans le deuil, et je tiens à le souligner, et peut-être ce sera l'objet de vos questions. Donc, séparation extrêmement difficile d'avec notre mort, d'avec le mort, puis réhabilitation. C'est-à-dire que quelque chose fait que nous pensons que nos morts rejoignent une société, la société des morts. Cette société des morts, on la retrouve bien sûr en Égypte, mais on la retrouve aussi chez les Inuits, et on la retrouve bien sûr en Afrique. C'est la société des ancêtres. Nos ancêtres, il y en a aussi bien sûr en France dans les sociétés occidentales, mais peut-être un peu moins appuyées que dans d'autres sociétés, par exemple du Proche-Orient ou de l'Extrême-Orient. En Chine, les ancêtres sont très présents. Aux Philippines aussi, par exemple. Je donne des exemples que je connais, bien sûr je ne connais pas le monde entier. Mais voilà, donc ça, cette réhabilitation qui permet aux morts de ne plus être seuls, mais de rejoindre la société des ancêtres, la société des morts. Et cette société est, telle qu'elle a été décrite par de nombreuses civilisations, c'est une société agréable, où les morts en général mènent une vie, certes une vie de mort, mais une vie qui est agréable. Ils ne sont pas seuls, ils font diverses tâches. Prenez Ulysse, par exemple, quand Ulysse vient rendre visite à Achille en enfer, eh bien, il apprend un petit peu ce qui se passe. Alors, bien sûr, Achille lui dit combien il regrette son agriculture chérie, mais en tout cas, en tant que guerrier, bien sûr, la guerre est quelque chose qui a conduit à sa perte. Donc, c'est quelque chose qu'il a envie d'oublier. Ce qui est certain, c'est que la vie des morts, ça a été la couverture d'un de nos, et le thème, je dirais, d'un de nos numéros d'études sur la mort. Nous l'avons intitulé « La vie des morts » parce que nous avons trouvé de très nombreux témoignages, mais aussi des scientifiques, des sociologues, des anthropologues, qui montraient comment cette vie des morts était une nouveauté dans notre civilisation. Donc ce rite est social, mais pourtant il a un impact profond sur l'inconscient collectif et l'inconscient individuel. Parce que dans le rite, nous utilisons des symboles. Je vais prendre juste un petit exemple. Vous connaissez tous, vous avez tous peut-être assisté à des enterrements, et vous savez qu'à un moment donné, on prenait une poignée de terre et on la jetait sur le cercueil. Aujourd'hui, on emploie plutôt des pétales de fleurs. C'est plus doux, c'est plus agréable. Mais que signifie ce geste ?
je vous pose la question, je vous donne quelques secondes simplement pour réfléchir. Quelle est la signification de ce geste? Eh bien, ce geste signifie tout simplement que nous semons quelque chose. C'est le geste du semeur, hein, le semeur qui jette la semence dans le but de voir le renouveau. Hein. Donc, dans le geste de jeter de la terre ou jeter des pétales, en fait, la symbolique est très puissante. C'est une symbolique de renouveau. C'est aussi une symbolique d'espoir, bien évidemment. Donc voilà, utilisation de symboles, quelque chose qui passe en nous, mais que nous ne décryptons, que nous ne décodons pas forcément. Ensuite, dans le rite de deuil, nous répétons des gestes que nous avons vu faire. J'espère que tout petit, vous avez pu participer, je ne dis pas seulement assister, mais participer à des enterrements. Et c'est extrêmement aidant pour, évidemment, reconnaître que nous sommes mortels, que nous sommes aussi, peut-être, que nous rencontrerons des deuils dans nos vies. Donc nous répétons, dans les rites funéraires, nous répétons des gestes que nous avons déjà vu faire quand nous étions petits. Enfin, pendant la cérémonie du deuil, que ce soit crémation, enterrement ou autre, il y a cette réactualisation, cette régression, si vous voulez, d'émotions archaïques. C'est-à-dire que le groupe qui est présent va nous permettre, le plus souvent, de nous laisser aller à des émotions comme les pleurs, par exemple. Hein, même si on sait que culturellement, les hommes, les femmes ne pleurent pas de la même façon, ne se laissent pas aller de la même façon. Cependant, la cérémonie funéraire permet à ces émotions d'être exprimées, de même qu'elle permet également à des représentations anciennes d'être exprimées à cette occasion. Donc, comme je l'ai dit, malheureusement, ces rites de transition actuels faiblissent. On s'aperçoit qu'ils diminuent. Par exemple, les rites de naissance, alors là, j'ai des chiffres qui montrent qu'ils ont diminué, mais ils se tiennent à peu près bien. Les rites de puberté, par contre, ont quasiment disparu, bien que dans les groupes d'adolescents, il y ait une certaine substitution à ces rites. Mais vous avez peut-être observé que les rites de puberté sont de plus en plus remplacés par des rites de jeunesse, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'accès à la sexualité n'est plus aussi directement mis en évidence que jadis, par exemple encore en Bretagne, encore en Alsace. Ils étaient mis en évidence quand la jeune fille, par exemple, accédait au statut de femme. Il y avait une cérémonie dans laquelle elle portait déjà le futur costume de mariée, etc., etc. Donc ces rites de transition-là ont disparu. Pour la mort, ce sont encore les rites qui tiennent le plus, mais comme je vous l'ai dit, l'aspect symbolique est faible, c'est-à-dire qu'il faudrait encore y avoir recours, s'en souvenir, et en revanche, on a délégué cette cérémonie aux pompes funèbres, donc aux entreprises funéraires, qui deviennent parfois les garants du rite, tandis que les religieux, suroccupés hélas, n'ont plus de temps, je dirais, à consacrer aux familles. Et donc c'est très rare aujourd'hui d'avoir la chance de bénéficier de cet accompagnement religieux et spirituel. Et souvent, les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Et c'est pourquoi ces rites ne fonctionnent peut-être pas aussi bien que jadis. Donc aujourd'hui, si je fais un bilan, j'estime, alors là c'est moi qui le dis, qu'il y a un malentendu par rapport au rite funéraire actuel. Ils utilisent un code religieux dont nous nous souvenons, mais ce sont vraiment de rares souvenirs, car la pratique religieuse est faible en France, elle est d'environ 10%, toutes religions confondues. Donc vous voyez qu'on n'habite pas nos rites. D'autre part, ces rites s'appuient sur des croyances qui sont assez faibles également. On ne croit plus au paradis, à l'enfer, mais on espère retrouver ses morts plus tard. Enfin, les rites funéraires promettent un avenir sans vraiment lui accorder de crédit.
Donc, constat, en l'absence de rites véritablement choisis et habités, j'emploie cette expression parce qu'elle signifie finalement qu'on ne se sent pas tout à fait à l'aise dans les rites, eh bien les endeuillés, donc je vais les appeler comme ça, les endeuillés sont démunis. Ils font appel aux spécialistes. Regardez, les psychologues, les médecins, les soignants, les bénévoles, parce qu'aujourd'hui la mort a lieu majoritairement en institution sanitaire. C'est vrai que revenir à la maison est difficile. Les structures d'accompagnement, comme vous le savez, l'HAD, l'hospitalisation à domicile, etc., nécessitent tout un appareillage qui, finalement, empêche la complicité, l'intimité familiale du deuil. C'est très difficile. J'ai moi-même suivi de nombreuses familles à la maison et j'ai observé que ces familles, finalement, avaient pris un gros risque, en particulier pour les enfants, en faisant revenir la personne mourante chez eux, chez elle. Ça s'était passé difficilement. Il était difficile pour les médecins de lâcher prise par rapport à la technique, par rapport à la scientificité, je dirais, des recours. Et donc aujourd'hui, tout ça est très compliqué, franchement très compliqué. Donc, les rites sont difficiles à habiter, comme je l'ai dit, donc à cause de cette rationalisation du monde, de cet individualisme extrême, de cette gestion, malheureusement, des émotions, de cette perte des croyances religieuses et parfois d'une forme de déni, voire de refus de la mort. Au fond, donc, comment être en deuil aujourd'hui ? Évidemment, c'est une question extrêmement délicate. Nous l'avons vécu collectivement, donc récemment, avec les morts de Charlie Hebdo, avec les morts du Bataclan, avec les morts de la promenade des Anglais. Donc du coup, la question du deuil personnel, la question du deuil familial paraît presque mise de côté. Ça paraît presque simple. J'ai encore lu aujourd'hui quelques témoignages de personnes qui étaient sur la promenade des Anglais à Nice et qui disaient finalement j'allais bien, j'étais vivant, donc je n'avais pas à traiter mon deuil, puisque moi je n'étais pas blessée. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de relativisation, de relativisme quasiment de nos deuils familiers, de nos deuils naturels par rapport à ces deuils extrêmes auxquels nous sommes confrontés. Pourtant, le deuil reste un phénomène au carrefour du social et du psychologique. Et ce qui me frappe, c'est que le deuil devrait rester dans la culture. Le deuil devrait être parlé communément, on devrait en parler facilement ensemble. Malheureusement, la part rituelle dont je viens de vous parler longuement s'estompe petit à petit. On a vu que cette part rituelle disparaît petit à petit. Reste la part affective. C'est-à-dire que toute cette part émotionnelle qui auparavant était véritablement canalisée et transformée par le rite social, eh bien aujourd'hui elle ne l'est plus du tout et du coup elle reste, je dirais, vive. Cette part affective, d'où une demande importante des personnes en deuil vis-à-vis des bénévoles d'institutions, vis-à-vis des psychologues. C'est vraiment un appel au secours. Donc il y a, c'est ma thèse, un véritable renversement de l'expression du deuil. Il y a 100 ans, l'expression sociale était au premier plan et le vécu intime du deuil restait masqué. Il était considéré parfois même comme obscène. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le vécu intime du deuil est au premier plan. Il fait l'objet d'une plainte qui est envoyée au médecin généraliste. Premier plan, c'est le médecin généraliste qui traite le deuil aujourd'hui. Au médecin généraliste pour demander principalement des médicaments pour dormir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuil est renvoyé à l'institution sanitaire
en particulier aux EHPAD, donc aux établissements, aux résidences pour personnes âgées dépendantes. Et là, je dois dire que c'est le grand vide. C'est le grand vide. Troisièmement, le deuil est parlé dans les institutions de soins palliatifs, par exemple la maison Jeanne Garnier. Et là, fort heureusement, la place de la parole est largement donnée. Et la question des médicaments, on va le voir, pour arrêter la souffrance, car c'est ça la demande, passe au second plan. Dans la plupart des cas, et je suis moi-même psychologue dans d'autres structures, mais je pourrais vous dire comment, dans la plupart des cas, la parole suffit, fort heureusement. Mais on va voir, je vais vous donner des exemples justement des deux niveaux. Donc, je trouve qu'il y a une collusion entre les soignants et la demande populaire. Soignez la mort, disent les soignants. Soignez mon deuil, disent les endeuillés. Voilà ce qu'on entend dans notre société. Par ailleurs, l'idée même du travail du deuil est contestée. Et ça, on le lit, on l'entend. Je reçois des personnes, puisque je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Nos Tout Petits d'Alsace, une association de parents qui perdent un bébé, dans le cas soit d'une interruption médicale de grossesse, donc des questions parfois de malformation, soit dans le cas d'une IVG, d'une interruption de grossesse tardive. Voilà, donc ce sont des situations très difficiles. Et là, nous avons des parents qui viennent et qui disent « Je ne veux pas faire mon deuil. Et surtout, ne me parlez pas de faire mon deuil. » C'est une expression abhorrée, vraiment détestée par ces personnes. Et très souvent, il faut du temps pour leur dire que faire son deuil, ce n'est pas oublier. Et ça, c'est fondamental. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a même, je dirais, une difficulté à se comprendre. Et bon, c'est sans doute lié au fait que la notion de travail du deuil ait été reçue vraiment comme quelque chose d'imposé. Voilà. Donc par ailleurs, la mort naturelle est anticipée et bien sûr, là je suis au premier plan, je dirais, à ce sujet, puisque j'ai fait partie du groupe de travail nommé par François Hollande pour travailler en amont sur la loi Claes-Leonetti. Donc la mort naturelle aujourd'hui est anticipée et la demande d'euthanasie et de suicide assisté est très présente et donne lieu à une certaine agressivité dans notre société. Donc, par ailleurs, je pense que l'accompagnement du deuil doit honnêtement aborder sa durée. Le terme de travail du deuil, donc, comme je le dis, est difficile à supporter par nos concitoyens. Et d'autre part, bien qu'il ait été, comme vous le savez, défini par les psychanalystes, Karl Abraham, Sigmund Freud, ce processus doit pourtant bien être... Alors, je l'ai mis en anglais parce que c'était une expression de Ernest Lindemann. Le travail du deuil, le deuil doit être worked through, c'est-à-dire travailler à l'intérieur, à travers, travailler au travers, and pain through, souffert au travers. Vous voyez qu'en français c'est pas très joli, mais par contre en anglais, travailler au travers, souffert au travers. Alors c'est vrai que comme programme, c'est assez difficile de dire, ben voilà, le deuil passe par la souffrance. Il passe aussi par le temps. Donc les endeuillés, la plupart des endeuillés, évidemment, reçoivent cette proposition comme une obligation qui entrave désormais leur vie jusqu'au bout. Car évidemment, dire à des personnes, écoutez, l'anniversaire du décès va être un moment de passage très difficile, mais c'est un vrai carrefour qui peut voir un allègement de la souffrance du deuil. Vous voyez, dire cela à des personnes en deuil, bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de le dire, il m'arrive de le dire, mais j'ai renoncé à le dire. Il y a par ailleurs une ambivalence dans le travail du deuil.
Beaucoup affirment ne pas vouloir faire leur deuil dans un double mouvement de révolte. Le travail du deuil serait un devoir de mémoire obligé, un devoir obligé de mémoire, mais le travail du deuil conduirait à oublier le mort, à le ranger au fond de son histoire personnelle et familiale. Et ça, c'est insupportable, vraiment. Donc, quand des personnes me disent ou me montrent qu'ils conçoivent, qu'ils entendent le travail du deuil de cette manière, j'approuve et je leur dis oui, en effet, dans ces conditions, c'est insupportable. Devoir de mémoire ou devoir de rangement de la personne, de tous les souvenirs, de tout ce qu'on a construit avec elle, de tous les rêves qu'on a eus, de tous les projets qu'on a eus, de tous les fantasmes, etc. Non, ce n'est pas ça le travail du deuil. Je crois que c'est important de pouvoir le dire. En fait, le travail du deuil, c'est un processus. C'est quelque chose qui n'est pas statique. C'est une série de mouvements, des allers-retours entre le « je vais mal »,« je souffre »,« je n'en peux plus » et des moments où « je vais un petit peu mieux ». J'ai souri aujourd'hui. Je me sens plus léger, plus légère. Vous voyez, c'est ça. Voilà, le travail du deuil, c'est ça. Bien sûr, le travail du deuil est centré sur les remémorations, c'est vrai, c'est centré sur la mémoire. Je me souviens. Le deuil, c'est conscient, mais c'est aussi inconscient. Le deuil envahit les rêves. C'est important de parler de ces rêves de deuil. Ces rêves de deuil, nous les connaissons bien aujourd'hui. Nous pouvons vraiment, non pas les systématiser, bien évidemment, mais on sait combien le début du deuil est marqué par la personne est vivante. Elle me tend la main, globalement, hein, bien sûr, je résume. Puis petit à petit, la personne s'éloigne. Et puis enfin, la personne est à sa place, dans sa maison. Elle est à sa place, pardonnez-moi, dans sa maison, dans son lieu. Elle appartient à ce lieu. Vous voyez? Donc ça fait partie des rêves, donc vraiment de l'inconscient du deuil, qui fonctionne globalement de cette façon. Bien sûr, il y a des exceptions. Enfin, le deuil, travail du deuil, travail du rêve, bien sûr. Sigmund Freud me reprendrait à ce niveau-là. Le travail du deuil est incompressible. On ne peut pas ne pas le faire. Il est incontournable. Si on ne le fait pas, on devra le faire. Il prend du temps. Voilà, ce sont des choses simples dont on peut parler simplement avec des personnes en deuil. Il y a un parcours du deuil. On le sait, l'incongruence du choc de la perte. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de choc. Même quand le deuil était annoncé, c'est toujours un choc. Le passage de la vie à la mort est un choc. Les funérailles sont un premier pas qui permet l'acceptation de la réalité. Mais parfois, attention, on revient en arrière. Beaucoup de personnes me disent « j'étais un pilier lors des funérailles, j'ai pris la parole, j'ai lu un petit poème, etc. Et aujourd'hui, je m'écroule. » Vous voyez donc, voilà, c'est une forme de tentative de passage, mais encore une fois, bien que cela permette de se retrouver collectivement autour de notre mort, malheureusement, on peut avoir le sentiment de revenir en arrière et de revenir à l'état de choc. Le constat de l'absence définitive, irréversible, va déclencher, je parle vraiment en termes de déclenchement, les affects de tristesse. Alors, c'est vrai que c'est difficile, j'ai noté dépressif, j'ai employé ce terme-là, mais le deuil est une dépression normale. Oui, c'est une dépression, sauf sur deux plans. Il n'y a pas, comme dans la dépression, la culpabilité disproportionnée. C'est de ma faute s'il est mort.
D'autre part, il n'y a pas, comme dans la dépression, la dévalorisation de soi disproportionnée. Vous voyez, mais à part ces deux aspects, le deuil est quand même un état de profonde tristesse. Donc on peut parler d'état dépressif si vous voulez, mais non malade, non pathologique. Enfin, ça c'est encore une fois Sigmund Freud qui l'a très bien développé en 1915, se pose le choix de suivre le défunt dans une forme de mort psychique ou de réinvestir la vie. Alors ça aussi c'est très difficile car nombreuses sont les personnes qui pensent que si elles choisissent de réinvestir la vie, elles vont abandonner leur mort. Non, on peut choisir de réinvestir la vie tout en continuant cette relation avec son mort. Et cette relation est bien vivante. Ça, c'est important. Enfin, on va vivre un allègement progressif de la souffrance et donc une nouvelle relation, celle dont je parle, avec le mort et avec la mort. Car à chaque deuil, nous travaillons notre propre mort. Et nous travaillons également l'idée de la mort, qui est finalement une idée philosophique mais bien réelle, et une idée qui ne s'applique pas seulement à moi, à nous, à nos proches, mais aussi à notre société, à notre génération, à notre culture, etc., etc. Donc, il y a depuis les années, vous voyez là j'ai noté 95, parce que, comme je viens de le dire précédemment, Karl Abraham, suivi de Freud, ont travaillé sur le deuil normal et le deuil pathologique. Mélanie Klein également. Donc tous ces psychanalystes nous ont énormément appris en suivant leurs patients en deuil. Mais depuis quelque temps, le deuil a été rapproché parfois de la maladie mentale. Et nous avons de nombreux psychiatres qui se sont enquis du deuil, y compris récemment dans le DSM-5, donc un manuel de psychiatrie internationale, mais principalement américain. Donc j'ai cité cette psychiatre avec qui je communique beaucoup, qui s'appelle Holly Preggerson, et Holly Preggerson a élaboré de nouveaux concepts, si j'ose dire, et en particulier, donc, elle nous aide à comprendre ce que sont les deuils traumatiques, donc les deuils après traumatisme, et ce que j'ai appelé moi-même le deuil traumatogène. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que nous le retrouvons souvent, ce deuil traumatogène, quel que soit ce terme barbare, si vous voulez, on va le mettre de côté, mais ce que je veux dire dans ce deuil-là, c'est que pour les personnes, c'est un deuil dans lequel la souffrance est au premier plan. Ce sont des personnes qui vont venir voir d'emblée un médecin en disant « Écoutez, faites quelque chose, je souffre trop, je n'en peux plus. Je souffre trop, je ne dors pas, je vois la personne, je la vois partout, je l'entends, je sens sa présence, je suis envahie par tout ce qui nous est arrivé, je suis traumatisée par mon deuil. » Et donc très souvent, ces personnes vont retrouver des stades de leur développement psychique, tout simplement, des stades antérieurs. Et il s'avère qu'elles deviennent particulièrement fragiles. Et donc c'est vrai que j'ai cité ce type de deuil, pourquoi ? Parce que tout simplement, les spécialistes du deuil vont se retrouver confrontés à des deuils plus difficiles que la moyenne. Car en effet, les deuils naturels, qui sont maintenant ces deuils qui se produisent en maison de retraite, en EHPAD, voire en institution de soins palliatifs, ces deuils naturels ne sont souvent pas des deuils pathologiques. Ce sont des deuils absolument normaux. Simplement, en raison de la diminution des rites sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, les personnes cherchent des passeurs, entre guillemets, des accompagnateurs
Et donc ces accompagnateurs vont être les bénévoles, les soignants, puisque le deuil, surtout dans les grandes villes, comme vous le savez, le deuil est un petit peu anonymisé, si j'ose dire. C'est vrai que dans les campagnes, c'est tout à fait différent. Mais pour tous ces deuils naturels, pour tous ces deuils que vous rencontrez, par exemple, à la maison Jeanne Garnier, il n'est pas besoin de spécialistes. Par contre, nous avons besoin de ces passeurs et de ces accompagnateurs. Et c'est ce que font, c'est le rôle que tiennent les psychologues en particulier, en envoyant une lettre, par exemple, en moyenne 3 semaines, 1 mois après la mort, et en disant, écoutez, on peut se voir. On peut se voir pour parler de ce qui vous arrive, de ce qui vous est arrivé. Revenez si vous le souhaitez. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas un substitut, on ne vient pas se substituer à la société, mais on vient tenir une place. Et je pense que ce choix est un bon choix. Il relève d'une grande expérience. Cette expérience a été au départ initiée par les Anglais, nos collègues anglais à St. Christopher's Hospice, où j'ai suivi une formation, sans doute Marie Moarbès aussi, hein, et on a vu que la place de ces accompagnateurs dans les hospices était absolument primordiale, parce que sinon le deuil se diluait dans la société. Donc, moi, je vais vous parler de ces deuils particuliers, de ces deuils particulièrement difficiles. Voilà. Donc ici, comme je le disais, le manque, la peine, est ressenti comme un arrachement, une mutilation, une partition de soi. Hein, donc vous voyez que les termes que j'emploie, qui sont violents, montrent bien que ce n'est pas le deuil naturel. C'est un deuil particulier. Hein. Parfois, ce deuil va renvoyer le sujet à son propre narcissisme, à son ego, si vous voulez, parfois fragile. En tout cas, fragilisé par le deuil. Je vais prendre un cas d'un deuil, de ce que j'appelle justement le deuil traumatogène. Il s'agit d'une famille. Je leur ai donné des prénoms et j'ai choisi de prendre des prénoms de pierres précieuses. Voilà. Pourquoi ? Ce ne sont pas des prénoms, bien sûr, ce sont, pardonnez-moi, des noms communs de pierres précieuses. Pourquoi ? Parce que cette famille était confrontée à une véritable attaque de son narcissisme, non seulement individuel, mais familial. Il s'agit de Chrysophrase, qui a 36 ans, qui a des parents qui sont vivants et qui a accouché de sa fille Onyx à 14 ans. Donc vous voyez une naissance, mais vous allez voir que le deuil va être aussi très précoce, une naissance donc de cette jeune femme Onyx, qui est la défunte, une naissance donc à l'âge de 14 ans. Saphir, son père, a environ une 40aine d'années. Ses propres parents l'ont eu très jeune, puisqu'ils sont morts tous deux à 52 ans, il y a environ 5 ou 6 ans. Donc vous voyez, nous sommes déjà dans une situation de deuil multiple. Cornaline, elle, a 9 ans. C'est la sœur d'Onyx. Onyx avait 22 ans et a été trouvée morte par Saphir, donc par son père et sa petite sœur. C'est une mort brutale. C'est une mort inexpliquée, vous verrez, je vais vous expliquer la suite, vous comprendrez pourquoi. Et cette mort suit une chirurgie de l'obésité à 22 ans. Alors c'est vrai qu'en Alsace, nous sommes la région où le taux d'obésité est l'un des plus importants avec le Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a de très nombreuses opérations, donc une chirurgie bariatrique qui fonctionne très bien, mais malheureusement, parfois, les attentes ne sont pas tout à fait celles qui avaient été promises, et de nombreuses femmes, et en particulier des jeunes femmes comme ici, sont très déçues par l'opération et ne la supportent pas. Donc voilà, j'ai fait un petit tableau avec donc la mère Chrysophrase, le père Saphir et leurs 2 filles. Donc Onyx
est morte 3 mois après cette chirurgie bariatrique et il faut noter qu'elle prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques. Donc cette famille m'est adressée par le service et vraiment je suis frappée par la gravité de leur état. En particulier, la mère, Chrysophrase, est dans un état catastrophique de deuil. Elle ne parle quasiment plus. Je reçois à l'époque le père, la mère, la grand-mère et la petite fille, donc Cornaline, de 9 ans. Donc je vais les recevoir pendant 5 séances familiales. Une famille absolument submergée, laminée, je n'ai pas d'autre mot. J'ai rarement rencontré une famille dans un tel état, même dans des situations de guerre que j'ai croisées également, et des situations de catastrophes telluriques, en l'occurrence tremblement de terre. Donc 5 séances familiales, 20 séances avec la mère, donc avec Chrysophrase, 5 séances avec le couple parental, une séance avec le couple parental et le chirurgien, car cette famille voulait faire un procès, voulait attaquer le chirurgien, enfin c'était vraiment terrible. Donc je suis allée rencontrer, à leur demande, et bien sûr avec l'accord du chirurgien, je suis allée le rencontrer avec les parents. Et enfin, la mère, Chrysophrase, donc, a été traitée également par anxiolytique, puis par antidépresseur. Donc vous voyez ici une situation de deuil majeur, de deuil catastrophique, certes avec une circonstance aussi catastrophique, donc cette opération qui avait été imaginée comme une solution dans une famille de boulangers, je ne révèle rien, tous frappés également par l'obésité. Donc vous voyez qu'il y avait quelque part une attente fusionnelle aussi vis-à-vis de la jeune femme, qui par ailleurs était maman de 2 petites filles de 2 et 4 ans. Donc vous voyez, avec une reproduction vraiment des phénomènes, puisque des grossesses extrêmement précoces dans cette famille, et donc une famille dans un état épouvantable, mais pour laquelle, c'est vrai, des spécialistes du deuil ont pu aider vraiment à ce que cette famille aille beaucoup mieux. Donc je continue à les voir régulièrement, mais plus du tout en suivi psychothérapique serré, si j'ose dire, mais la famille a récupéré, et en particulier la petite fille qui à l'époque avait 9 ans continue à grandir dans de bonnes conditions avec des parents qui vont mieux. Mais vous voyez une situation extrême, dans laquelle le deuil est évidemment le symptôme, je dirais, le plus frappant, le plus flagrant, mais qui est révélateur de difficultés majeures, à la fois familiales, donc du groupe familial, mais aussi individuelles. Je voudrais parler également d'une autre situation qui concerne donc cette fois-ci l'association Nos Tout Petits d'Alsace, pour laquelle je reçois donc toute une série de parents endeuillés, mais aussi des groupes de parents endeuillés. Et là, ce qui est très intéressant dans cette association, c'est que nos groupes sont co-animés par un psychologue, donc un professionnel formé à la psychothérapie de groupe, et un parent co-animateurs, donc 1 ou même 2 parents qui eux-mêmes ont perdu un enfant et qui ont fait un travail vraiment, un travail du deuil, je dirais, qui les a satisfaits, dans lequel ils vont mieux et dans lequel ils se sentent capables d'accompagner des parents à leur tour. Vous voyez, donc c'est très spécial, c'est très spécifique dans cette association. Et par ailleurs, il y a une supervision, bien sûr, de tous ces accompagnateurs, animateurs de groupe. Donc nous animons des groupes ensemble, donc un professionnel et un ou des parents co-animateurs. Et là, je vous parle d'un cas de refus du deuil qui s'est produit donc il y a assez peu de temps, donc 2 ans.
j'ai été sollicitée par la grand-mère paternelle de Lucius, un bébé de 18 mois, qui est mort aux urgences pédiatriques à la suite d'une infection absolument massive et rapide par rotavirus. Alors là, c'est une prise en charge très particulière, puisqu'en fait, j'ai eu des coups de fil donc, de la grand-mère paternelle, qui était dans un état terrible, mais qui a accepté de venir me voir. Mais après, j'ai communiqué avec elle, principalement par téléphone et par SMS. Et cette grand-mère venait me voir, alors dans un contexte, je dirais, social assez difficile, c'est pourquoi il y avait des consultations, mais elle ne voulait pas retourner à l'hôpital, car l'hôpital est un lieu de traumatisme pour cette dame et pour sa famille. Donc j'étais obligée de la recevoir dans le privé, enfin c'était très très compliqué. Et en fait, sa demande était, vous m'aidez, c'est formidable, mais aidez mes enfants. Or, les enfants refusaient absolument de rencontrer un psychologue, une association, quiconque, un médecin. Donc, la seule solution que j'ai trouvée a été de faire téléphoner par un des parents co-animateurs de groupe, qui co-anime avec moi le groupe des endeuillés de nos tout petits d'Alsace, et c'est lui qui a appelé cette famille pour leur parler. Vous voyez un peu donc une situation de deuil traumatogène, encore une fois, une souffrance extrême qui empêche la famille de rencontrer quiconque pourrait porter de l'aide, vous voyez, et qui reste totalement bloquée sur une situation extrême pour eux. Et donc vous voyez une possibilité d'entrer en contact par le biais de cette grand-mère paternelle, mais qui elle-même est en difficulté par rapport à ses enfants, bien évidemment, qui elle-même est en deuil de son petit-fils, et qui sent bien que là, on court à la catastrophe familiale. Et donc, par tous ces petits moyens, nous avons réussi à entrer en contact avec ses parents, qui ont fini par venir. Mais enfin bon, ça a été vraiment extrêmement délicat et difficile. Donc là, encore une fois, je vous parle de ces deuils-là, qui sont des deuils de l'extrême. Bien entendu, je ne vous parlerai pas des situations post-Bataclan, post-hypercacher, etc. Donc ma question, c'est finalement, y a-t-il un renouveau de l'expression du deuil ? Est-ce que quelque chose de spécial se passe ? Et moi, je peux dire que de ma petite fenêtre, de ma petite lucarne, entre 1989, où j'ai passé ma thèse, donc où j'ai, je dirais, rédigé quelque chose, mais qui portait sur au moins 3 années auparavant, et aujourd'hui, je trouve que les choses ont beaucoup évolué. D'abord, les associations d'aide et de soutien se sont multipliées en France, exactement à l'image de ce que je rencontrais en Angleterre, puisque j'avais aussi travaillé en Angleterre à l'époque, toujours en 89, sur les unités de soins palliatifs, et j'avais été émerveillée par le nombre d'unités de soins palliatifs qui existaient au Royaume-Uni, mais aussi le nombre d'associations de soutien aux endeuillés. Et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, en France, ces associations existent, même si nous aimerions bien sûr qu'elles se multiplient encore. De même pour les unités de soins palliatifs, nous savons qu'elles n'accompagnent que très peu de gens en France, mais bon, c'est déjà un progrès. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais poser. D'autre part, je voudrais souligner combien la demande des endeuillés a quand même pu être entendue, et que s'il subsiste certains préjugés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui portent sur cette notion de travail du deuil, etc., je crois quand même que la question, la notion du deuil, l'expérience subjective du deuil est aujourd'hui entendue par vous, par nous, mais aussi par la société. Ça, je crois que c'est très important. D'autre part,
les professionnels du deuil donc existent. Ils sont là pour dépister, orienter, accompagner, conseiller. De mon point de vue, les professionnels du deuil doivent être en seconde position, très clairement. Franchement, je dirais que je ne réponds en général qu'à des médecins ou des équipes qui me demandent d'intervenir. Dans le cadre de nos tout petits d'Alsace, bon, c'est assez spécial. Mais sinon, le deuil passe d'abord par les références habituelles, c'est-à-dire les soignants, les médecins généralistes, en tout premier lieu, et parfois, évidemment, les connaissances. Les ouvrages de référence se sont multipliés, les articles sont aussi diffusés par les grands médias, donc ça c'est très important. Et enfin, il y a des formations qui me semblent de très grande qualité, à la fois pour les psys, tous ensemble, mais aussi pour les bénévoles d'associations. Bien sûr, ce qui me paraîtrait vraiment nécessaire seraient les supervisions. Je pense que les supervisions sont absolument indispensables, quelle que soit la formation, pour continuer à parler de ces situations de deuil qui nous échouent et qui, parfois, sont des situations totalement nouvelles et totalement difficiles à accompagner. Donc ça me paraît vraiment une progression. Par ailleurs, donc, on peut noter également une évolution sociale donc, dans nos sociétés. Les pays occidentaux mettent en place un suivi de deuil, mais je suis intervenue dans les pays du Maghreb, par exemple, en Tunisie, où le SAMU m'avait demandé de faire une formation pour le SAMU qui reçoit effectivement des personnes parfois mourantes, des personnes qui meurent dans les services d'urgence, donc ça se passait à l'hôpital de Tunis, je dois dire, mais qui avaient envie vraiment d'accompagner les personnes et surtout les familles. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante. Donc je soulignais ce qui se passait au Japon, mais je peux dire, pour être allée en Chine récemment, que les Chinois sont très demandeurs également, alors que, ancestralement, bien sûr, ils ont une culture du deuil qui est immense. Mais apparemment, aujourd'hui, tout ceci est quand même en voie de disparition. C'est terrible. Par ailleurs, il y a un questionnement sur la fin de vie et sur la mort hâtée. Ce questionnement est en cours. Nous devons pleinement y participer en tant qu'accompagnateurs du deuil. Pourquoi ? Parce que nous savons que tous ces deuils hâtés posent de grandes difficultés aux endeuillés. Donc il faut savoir que la loi Claes-Leonetti propose par exemple de dormir avant de mourir. C'est une chose qui est un bienfait absolu, mais je pense qu'il faut en parler avec les proches et les écouter surtout quant à tout ce que cela peut véhiculer comme peut-être idée préconçue. Enfin, la parole pourrait mieux circuler dans les familles. D'autre part, on pourrait également beaucoup plus parler des rites funéraires et en particulier, il y a des débats sur les effets de la crémation. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi de nouveau sur le plan psychologique? Alors là, j'ai noté des choses qui peut-être vont vous paraître superficielles, c'est possible, mais pourtant, la place des cimetières virtuels. Je vous conseille de faire un tour sur Internet et de voir la richesse de certains de ces sites. Oui, ces sites sont intéressants. Oui, on peut... Alors justement, c'est en Chine que j'ai découvert ça. Il y a une diaspora chinoise, comme vous le savez, qui est immense sur toute la planète. Et pour beaucoup de Chinois, un site Internet dédié à un proche peut être un lieu incroyable. Vous savez combien les Chinois apprécient la calligraphie.
et ils se servent de toutes les polices de caractère imaginables pour écrire un poème, des formules, des adages, enfin, etc. C'est extrêmement important. Les cimetières virtuels existent aussi sur certains jeux vidéo. Je tiens à le dire, il y a des jeux vidéo dans lesquels des jeunes, et il y a eu un sociologue qui est un collègue strasbourgeois qui a fait une thèse là-dessus, dans lequel des jeunes rendent hommage à un autre joueur du jeu vidéo. Voilà, ça existe, je pense que ça va se multiplier. Regardez comment les jeunes sont en train de courir après les Pokémon Go, etc., etc. Hélas, il y a toujours une fascination et son pendant, une répulsion pour la mort et le deuil, et ça, je trouve ça évidemment bien dommage. Donc je pense qu'il faut que nous continuions à parler de la mort et du deuil dans notre société. Donc pour ma part, je le fais particulièrement dans la revue que je dirige qui s'appelle Études sur la mort. Nous parlons du deuil et de la mort dans des conditions qui soient audibles pour tout le monde, lisibles bien entendu. Enfin, nous nous posons tous la question de l'intérêt de partager toutes ces expériences subjectives. C'est à nous également de construire pas des protocoles, mais des expériences, en tout cas scientifiques, pour valider ce que nous faisons. Je crois que c'est très important que nous continuions à mener des recherches sur le deuil pour montrer que ça sert vraiment à quelque chose. Bien sûr, nous pourrions nous satisfaire des échos que nous rencontrons chez les parents que nous accompagnons, chez les enfants aussi que nous accompagnons. Nous pourrions nous en contenter de cette expérience subjective, de ce retour qualitatif des personnes que nous accompagnons. Mais je crois qu'il faut le montrer aussi à grande échelle et donc transmettre dans des écrits scientifiques également ce que nous faisons auprès des endeuillés. Le deuil pose la question de l'attachement et de la perte, et plus subtilement des identifications, des idéaux, de l'image de soi, et même de la perte de soi. Donc tout ça, bien sûr, nous le rencontrons avec les échanges que nous avons avec les endeuillés, mais de manière beaucoup plus magistrale, cette question du deuil pose la question de la mort dans la société. On parle de l'anthropocène, on parle de la place qu'occupe dorénavant l'espèce humaine sur la planète, des changements que l'espèce humaine fait subir à la planète et à toutes ces merveilleuses espèces, vous le savez, les autres espèces. Eh bien, la mort et le deuil nous font réfléchir à cette place que nous occupons sur la planète. Donc je pense qu'il nous faut une approche encore plus globale et transdisciplinaire dans laquelle nous inviterions bien sûr donc, les sociologues, les psychologues, les anthropologues, les médecins, les historiens ont une place fondamentale pour ce qui est de la compréhension du deuil et d'autre part donc mener des études qui prennent en compte beaucoup plus que les troubles psychiatriques du deuil tels qu'on les voit étiquetés dans les manuels de psychiatrie, mais de la place du deuil dans la société, tout simplement. Le deuil aujourd'hui est une question particulièrement aiguë en raison, bien sûr, des morts collectives traumatiques récentes, donc Charlie, le Bataclan, Nice. Il y a une certaine légitimité des psys dans les conditions extrêmes, mais que fait-on dans les deuils les plus simples? C'est la question que sans doute on discutera tout à l'heure. Comment faire pour limiter la souffrance? Doit-on finalement la limiter, et parfois avec des médicaments? Ou bien, au contraire, doit-on tout faire pour l'intégrer? Ça, c'est une question majeure du deuil aujourd'hui. Et enfin, je pense qu'il nous faut à tout prix replacer le deuil dans la culture. C'est pourquoi j'ai fait cette longue introduction sur les rites. On nous parle de bricolage de rites. Beaucoup de familles nous demandent comment faire un rite
qui leur soit propre, qui leur soit singulier. Claude Lévi-Strauss disait qu'on ne change pas les rites. On les bricole, c'est vrai, et on peut les bricoler. Donc à chacun d'entre nous de conserver la part constante du rite de deuil et peut-être d'y ajouter des choses personnelles. On le voit dans les cérémonies funéraires, apporter la photo de la personne, apporter des fleurs qu'elle aimait, apporter des musiques qu'elle aimait, les faire partager. Parfois un groupe de jazz, parfois des clowns qui vont aussi interpréter quelque chose de la personne. Bon, je pense souvent à des funérailles de gens jeunes, bien sûr. Je pense à des rugbymen qui vont faire une cérémonie en tenue, à des pompiers, etc. Je crois que tout est possible. Ce qui est certain, c'est que cela rejoint les cérémonies funéraires d'antan et qui, en fait, avaient toute cette efficacité qui sous-entend allègement progressif de la souffrance. Alors, j'ai mis ici, pour conclure, cette image. Nous avons, à la Société de thanatologie, nous avons réalisé 2 petites plaquettes pour parler du deuil avec mon enfant, ou mon petit-enfant, si vous voulez, ça s'intitule comme ça. Donc, parler de l'enterrement avec un enfant, mon enfant, ou un enfant, parler de la crémation avec mon enfant, un enfant. Donc ces plaquettes sont à vos dispositions, on en parlera avec Marie pour vous donner un site internet sur lequel vous pouvez les trouver, hein. Mais nous pensons, alors nous c'est en l'occurrence la Société de thanatologie, mais aussi l'association Vivre son deuil, la Fédération Vivre son deuil, nous pensons qu'il est absolument crucial d'écrire, de faire passer des petites plaquettes. J'ai vu que la maison Jeanne Garnier, donc Marie Moarbès, m'a remis cette petite plaquette. Je pense que c'est absolument indispensable qu'on écrive tout ça. Il y a de plus en plus d'écrits sur le deuil, des témoignages, beaucoup de témoignages qui aident énormément, beaucoup de sites internet qui aident également. J'en parle avec les personnes que j'accompagne. Donc je pense que au final, l'ouverture est immense et grâce à vous, peut-être grâce à vos questions, grâce à vos suggestions, on peut encore aller peut-être plus loin. Je vous remercie beaucoup.